Bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. L'humanité a un sens, une orientation, un but. Nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Et on l'ignore. Mais on l'ignore pour l'instant. C'est une prise de conscience qui viendra à l'humanité et qui permettra alors de travailler, d'avoir un but commun, de comprendre le but commun de l'humanité. Donc de mettre toute notre énergie, notre activité à ce bien commun. Travailler ensemble pour la planète et pour nos frères humains qui viendront après nous. Voilà, alors ça mettra quelques siècles encore pour atteindre cet état pour finaliser ce paradis, je vais dire. Mais d'après mon analyse, c'est ce que nous construisons. Voilà. Et d'ailleurs, que pouvons-nous construire d'autre, sincèrement? Est-ce qu'on peut s'arrêter en cours de route dans notre progression? Je ne pense pas que l'humanité puisse dire, bon, l'humanité n'est pas parfaite pour l'instant, mais on va arrêter là, on n'a pas besoin de continuer. Tant qu'il y aura une injustice, une violence, quelque chose, voilà, quelque chose tout ce qui nous révolte, les choses qui nous révoltent, qui seront encore d'actualité, eh bien, il y aura des hommes pour s'élever contre et lutter contre. Et c'est ce qui se passe. Et progressivement, eh ben voilà, l'humanité, à un certain moment, il y a eu des Martin Luther King qui se sont élevés contre la ségrégation. Et puis la ségrégation, on en est venu à bout. Mais même s'il y reste une ségrégation insidieuse, même s'il reste de l'esclavage par-ci par-là, c'est clair, c'est vrai, il faut lutter contre toutes ces injustices et on continuera à lutter, mais c'est un peu mieux qu'il y a des siècles en arrière, etc. Voilà. Donc, il y a ce progrès vers cette paix universelle, vers cette fraternité absolue, etc. Et donc, un fonctionnement. Là, on va continuer à travailler sur Platon, la République, à partir d'une émission de France Culture, Les Chemins de la Philosophie, et qui était consacré, c'est l'épisode 7, consacré à Badiou. C'est Badiou qui en prend la charge de cet épisode. Mais donc, Platon, dans la République, pense à la cité idéale, la cité saine. Et la cité saine, eh ben, voilà, il y avait déjà cette intention d'essayer de chercher la meilleure façon de chercher la société idéale, celle où tous les membres de sa constitution sont en fraternité. Eh bien, à l'époque, c'était pour la cité, parce que la vision de Platon, de Socrate, eh ben, elle se limitait à la cité, la nation n'était pas encore créée, donc sa visibilité, elle était là. Nous, aujourd'hui, notre visibilité, c'est l'humanité dans son ensemble. Et c'est donc l'humanité, le fonctionnement le plus sain, le meilleur fonctionnement possible pour l'humanité qu'on doit commencer à penser. On a construit déjà toutes les structures du fonctionnement, les bases de la structure du fonctionnement universel. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du travail, du commerce, du tourisme, etc. Les structures sont déjà là. Et elles fonctionnent pas encore correctement, mais l'aviation en 1900 ou en 1800 et quelques, ça n'a rien à voir avec l'aviation d'aujourd'hui. Donc, il faut du temps pour faire évoluer les choses. Et là, les structures universelles arriveront à leur apothéose. On commence à faire passer tout un tas de choses au patrimoine universel.
bientôt passeront les forêts, l'ensemble des forêts, les rivières, les mers, les océans, les fonds des océans, l'espace, etc. On ne pourra plus y toucher n'importe comment. Ça appartiendra au patrimoine universel. Et on finira par abolir les frontières, on finira par nous sentir éduquer les enfants de cette planète de façon à ce que ils se sentent appartenir avant tout à l'espèce humaine, que leur appartenance principale c'est celle-ci, c'est leur appartenance de cœur. Après, les appartenances inférieures qu'on connaît aujourd'hui, les appartenances religieuses, nationales ou régionales, ou je sais pas, voilà, elles existeront peut-être encore, mais elles seront secondaires, disons. Elles deviendront plutôt, elles passeront du côté du folklore, plus que du côté du désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, de dire moi ma religion c'est la meilleure, la tienne est inférieure, etc. Moi mon pays, nous en Occident on est supérieur, etc. Tout ça, ça sera aboli évidemment, parce que c'est insupportable, on le sait, c'est pas quelque chose qui est vivable quoi. Voilà, donc je relance la fin de l'épisode 7 de La République. Allons-y. Exceptionnel, c'est quelqu'un qui parvient à réaliser dans l'espace démocratique la légitimité de son propre désir. Ce tyran, autrement dit, ça pourrait être par exemple Macbeth de Shakespeare. Voilà. On en arrive au tyran. Donc dans la société telle que le voit Platon, alors il y a d'un côté la société saine, en bonne santé, celle qu'il imagine, et donc qui est une société de modération, où il n'y a plus de gaspillage, où le monde est vraiment, il n'y a plus besoin, on cherche plus le luxe, le pouvoir, etc. Tout ça c'est anéanti pour un fonctionnement de bonheur, un fonctionnement de sagesse, comme si c'était une société de sages, donc qui n'ont qui ont compris que le luxe, toutes ces choses qu'on met en plus dans l'existence sont vaines en somme. Donc une société qui a compris ça. Et donc il faut qu'elle ait réalisé le monde évidemment. Et donc en face il oppose la société malade, la société telle qu'on les connaît. Elles sont malades toutes nos sociétés. On n'a encore jamais connu de société en bonne santé. Elles sont velléitaires, elles connaissent la guerre, la violence. Alors peut-être que dans certaines îles, dans certains endroits, on a pu arriver à des fonctionnements vraiment parfaits en somme de l'humanité, mais c'était des petits points comme ça. C'était pas la totalité. Et donc la République conduit, la démocratie conduit à un certain moment, à un certain relâchement. Si le bien commun n'est pas la visée fondamentale de l'ensemble du groupe, eh bien la société se corrompt et appelle une tyrannie quoi. La démocratie accouche en somme des tyrannies. Et on voit que on n'est pas loin de comprendre ce mécanisme-là. Nos démocraties, elles se sont corrompues. C'est les dominants qui les ont corrompues. C'est l'oligarchie qui a corrompu les démocraties. Bon, c'est peut-être un mécanisme logique. Et puis, ça appelle doucement de l'autorité, de la dictature, du tyran, quoi, en somme. De Shakespeare, le tyran malheureux. On va entendre Macbeth et puis ensuite votre traduction du malheur du tyran selon Platon, Alain Badiou. Qui pleure? Les femmes, monseigneur. Il fut un temps où mes sens se seraient glacés d'entendre un cri la nuit. Mais je suis saoul d'horreur. La cruauté familière à mes pensées d'assassin ne peut plus rien contre moi. Qui pleurait-on? La reine, sire. Elle est morte.
vie n'est qu'une ombre en marche. Un pauvre acteur qui se pavane. Il s'agite une heure en scène. Et puis on ne l'entend plus. C'est un conte dit par un idiot. Un conte plein de bruit et de fureur. Et qui ne signifie rien. Rends-toi lâche. Reste en vie pour que l'on te montre. Pour que l'on t'expose comme on fait des monstres en disant « Ici, l'on peut voir le tyran !» Je ne vais pas me rendre. Les tyrans ont été dans leur vie privée identiques à ce qu'ils sont lorsqu'ils exercent le pouvoir. Ou bien ils se sont entourés de flatteurs prêts à servir leur infamie jusqu'au bout, ou bien, s'ils ont eu besoin d'obtenir de quelqu'un une faveur, c'est eux qui se sont fait chien couchant, se glissant dans la familiarité de celui dont la faveur dépend, pour jouer tous les rôles du fidèle larbin, quitte à disparaître, et à se comporter en parfaits étrangers, voire en ennemis impitoyables, dès qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'est pourquoi ces gens-là, dans leur vie entière, ni n'aiment, ni ne sont aimés, étant toujours ou tyrans ou esclaves. Un fasciste ne goûtera jamais ni à la liberté, ni à l'amitié. Le pire des hommes, c'est celui qui est éveillé et toujours ce que l'homme de bien n'est qu'en songe, et rarement. Pour tomber dans cet état misérable, il faut que, appartenant très tôt au type humain fasciste, on soit parvenu, à force d'intrigue et de violence, jusqu'à l'exercice solitaire du pouvoir. Et plus cette solitude dure et s'augmente, plus la corruption tyrannique dévore le sujet qu'elle habite. La tyrannie est la solitude de qui a perdu le pouvoir d'aimer et n'exerce ainsi que le vain pouvoir de vouer à la mort et les autres et lui-même. C'est votre traduction, donc, Alain Badiou, du portrait du tyran de Platon que nous venons d'entendre. Il écrit trop bien, Badiou, c'est ça. C'est pas assez simple pour qu'on comprenne bien, pour quelqu'un comme moi qui suis inculte. Voilà. Et on voit bien à quel point la tyrannie, bon, il y a des degrés évidemment, mais il y a cette suffisance, ce côté complètement sourd et par le narcissisme, par la suffisance que le tyran va avoir sur le monde, et puis il va s'entourer que de flatteurs, que personne qui peut le contrarier, mais qui le laisse et qui nourrit son narcissisme en réalité, parce que c'est un tonneau de Danaïde, le narcissisme, déjà pour n'importe quel être humain. L'excès de narcissisme et la pathologie narcissique fait que il faut tout le temps le nourrir, il a toujours besoin de... c'est le Minotaure, il faut aller le nourrir parce qu'il se vide, ce narcissisme se vide constamment. Et donc on voit bien qu'on a... le fascisme, c'était Mussolini, était comme ça, mais on voit que on a affaire aujourd'hui à des fois beaucoup plus soft, mais on est dans les mêmes mécanismes, des dominants narcissiques qui s'entourent que d'une cour qui les rassure sur leur suffisance, qui nourrit leur suffisance, et où ils se croient vraiment... Enfin, c'est hallucinant et c'est dingue. Et bon, voilà, tout le monde aura compris de lui par Bernard Gabet. Est-ce que ce tyran, alors est-ce que Macbeth correspond au tyran tel que le dépeint Platon? Oui, je pense que ça est une figure plus contemporaine. Oui.
D'ailleurs, dans l'extrait qu'on a entendu, il vient d'apprendre que sa femme vient de se tuer. Et bon, finalement, ça lui inspire une réflexion sur le monde qui va mal, mais pas sur lui-même. Absolument. Qu'en est-il du tyran contemporain? Est-ce qu'aujourd'hui, cette figure-là existe encore? Je pense pas que le tyran, et plus généralement la tyrannie, soit immédiatement à l'ordre du jour dans les démocraties parlementaires occidentales. On trouverait des tyrans ailleurs dans le monde, Oui, il en existe, mais ils disparaissent. Ils sont écartés progressivement. On voit bien que on ne sait pas comment les écarter autrement que par la propre tyrannie, par notre propre tyrannie. Malheureusement, c'est dommage parce que on ne sait pas employer à l'échelle de l'humanité des changements humains. On ne sait pas employer la douceur, la bienveillance, le dialogue, l'intelligence, pouvoir dire à un tyran dans n'importe quel pays qu'il domine, voilà, il faut passer en douceur vers la démocratie, parce que c'est-à-dire et la République, un système où le peuple au moins a son mot à dire. Parce que sinon vous finirez mal, etc. On va vous aider à passer comme ça. Pendant un temps c'était comme ça. Maintenant on va vous aider à passer d'une autre manière. Je ne sais pas si ça peut fonctionner en réalité, mais voilà. Il y a de nombreux pays du tiers-monde dans lesquels il y a des tyrans. Hein, c'est pas. Mais mais nous ça n'a pas cette dimension, mais c'est hyper tyrannique. L'actuel président des États-Unis, on voit à quel point il arrive et qu'il impose des choses. Enfin, on voit bien qu'on en est là, et on voit bien que nous, même en Europe, on a ce problème. Nos chefs d'État n'écoutent plus le peuple, ne sont plus laissent l'oligarchie donner les directives de la société, faire voilà, et au détriment du peuple, et donc le peuple se révolte, et en plus on lui tape dessus. Donc c'est complètement c'est tyrannique, hein, c'est complètement tyrannique. Mais puisque nous sommes dans la question du glissement entre démocratie et tyrannie, je pense que ça n'est pas comme tel à l'ordre du jour. Mais que ça finisse par arriver n'est pas exclu. Ça va dépendre, à mon avis, de façon principale, de la question de savoir si un courant autre, c'est-à-dire un courant favorable à la politique de Platon, celle qu'il explique après, c'est-à-dire au fond un courant porteur d'une conception de la politique réfléchie comme courant de pensée, avec un programme d'action essentiellement axé sur des possibilités égalitaires, etc., etc. Le communisme. Voilà, et si quelque chose comme ça ne réapparaît pas, je ne vois pas où nous allons quand même. Je ne vois pas où nous allons. Alors, est-ce que ce sera exactement à la tyrannie au sens de Platon? Je n'en sais rien, mais que se produise une tentation du pouvoir personnel, d'une figure quelconque du pouvoir personnel, je crois qu'on ne peut pas du tout l'exclure si le désordre et la disparition des courants idéologiques qui structuraient le parlementarisme classique se poursuit. Je pense qu'à un moment donné, je crois que l'analyse de Platon est correcte sur ce point. Le seul recours, au fond, à la virulence individualiste des citoyens ne permettra pas de sortir du désordre de l'État, et pour que l'État continue ou persiste dans son existence, on aura recours à des solutions plus autoritaires. Je voudrais signaler ici que c'est tout de même ce à quoi j'ai, dans une forme mineure, assisté dans ma vie politique. Car la guerre coloniale en Algérie n'a pas pu se poursuivre sans dévorer, d'une certaine manière, le système parlementaire tel qu'il était. Elle n'arrivait ni à régler la question militairement, ni à la régler de façon négociée. Donc on avait l'impression que c'était infini, que ça allait durer toujours, qu'il y aurait toujours la guerre d'Algérie,
laquelle, il faut le rappeler, envoyait des millions de jeunes gens tuer ou se faire tuer en Algérie. Et finalement, la solution a été un coup d'État militaire permettant en 58 à De Gaulle d'arriver au pouvoir. Alors je ne veux pas comparer De Gaulle à un fasciste, ce serait inexact, mais enfin, il est arrivé là sous la forme du pouvoir personnel. Et il a fait voter une constitution qui, depuis, instruit la démocratie française au régime quand même d'une figure centrale, le président de la République, hérité, c'est pas exactement le despote tyrannique au sens de Platon, mais c'est quand même une autorité personnelle qui s'est trouvée prendre une importance considérable dans la Constitution nationale, et ce, à partir d'un désordre de la démocratie, et là, on comprend bien créé par la guerre coloniale. On comprend bien pourquoi certains réclament une sixième politique, une sixième république. Pourquoi on veut sortir de ce régime qui a fait son temps, qui a eu sa raison d'être, mais qui me semble, à mon avis, dépassé. Que finalement l'État n'arrivait ni à gagner ni à accepter de perdre. Oui, même si c'est pas la démocratie elle-même qui produit le colonialisme. Le colonialisme est le fait des dirigeants, pas du peuple lui-même. Oui, absolument. Mais d'une certaine manière, l'Occident a été longuement habitué à la comment appeler ça, au renfort colonial. Si non, mais la question que pose Platon, et donc que je vous pose, c'est quand même, est-ce que la démocratie est-elle responsable de tous nos maux? Est-ce que c'est la démocratie le problème? Pour Platon, oui. Pour Alain Badiou, je ne sais pas. Je ne pense pas que la démocratie soit responsable de tous nos problèmes, parce que je pense que ce qui est responsable de tous nos problèmes, en dernier ressort, c'est le capitalisme avancé, dont la démocratie parlementaire est la forme d'État partout acceptée, d'une certaine manière, bien sûr. Donc, ultimement, la cause fondamentale du désordre est moins l'agencement démocratique que les puissances réelles qui arrivent à tramer leur chemin dans cette figure de l'État. À les pervertir. Alors, je ne sais pas directement, mais il pense justement l'influence du rôle de l'argent, du désir de possession monétaire dans le régime. Absolument, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. C'est présent tout de même chez Platon. C'est tout de même dans le désordre. Au fond, il décrit la démocratie comme une anarchie, lui, principalement. Alors, dans l'anarchie démocratique telle qu'il la conçoit, ce qui trace son chemin et ce qui commande la plupart des décisions, c'est finalement quand même le goût de l'argent, le goût d'une bonne vie paisible, le goût de la supériorité même, et tout cela finit par, en fait, rendre impossible un accord général des citoyens sur ce que doit être l'État. Je pense que c'est dans ce désaccord que l'accord est rétabli provisoirement par l'apparition d'une personnalité issue du débat lui-même, mais qui va être reconnue comme ayant les qualités nécessaires pour exercer toute seule le pouvoir. Alors ça veut dire qu'en fait, tous les parlementaires, ceux qui montent, les ministres, les hommes politiques, tous ceux qui vont devenir les dominants, les dirigeants, n'ont pas suffisamment l'esprit du bien commun, n'ont pas suffisamment le sens de pourquoi ils font ce métier-là. Il y a quelque chose qui pervertit au sein de leur ascension, qui les sort de cette idéologie, parce qu'au départ, je pense qu'ils ont une éthique vraiment chevillée à 14 ans, à 13 ans, quand ils veulent rentrer en politique, ou 15 ans, ou 16 ans, ou 20 ans. Ils viennent avec des idées généreuses, etc., le désir de changer, et quelque chose les sort de cette mission qui est fondamentale, parce que si l'ensemble de la gauche, de la droite, même de l'extrême droite, de l'extrême gauche, du centre, etc., si l'ensemble du corps politique avait chacun d'entre eux le bien public chevillé au corps, avec cette base-là fondamentale,
Mais l'accord se ferait tout de suite, et il se ferait sur le bien public en réalité. C'est ce qui a disparu dans cette chose-là. Et justement parce que l'oligarchie est venue et a dit non, l'intérêt c'est ce qu'on vous dit nous, c'est le bien de l'oligarchie. Si vous nous enrichissez, ça va ruisseler et le peuple va être heureux. Donc c'est le vieux principe aristocratique, mais ça marche pas. Voilà, ça fonctionne pas, et en plus ça pervertit complètement le système politique où il reste quelques personnes qui ont l'idée du bien commun chevillée au corps, mais la majorité ne l'a plus. Et donc on est on rencontre ce qu'on est en train de vivre. Rayer ce glissement de la démocratie vers la tyrannie, du désordre vers le surplus d'ordre. Pour Platon, la solution, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le communisme, n'est-ce pas? Absolument. On a posé la question jeudi dernier, c'était avec Phil Crantestrin, de savoir si Platon était communiste. Vous répondez oui. Je voudrais rappeler à ce propos qu'il a toujours été considéré comme tel par les révolutionnaires du XIXe siècle. Au XIXe siècle, quand est apparue l'idée communiste, Platon a été très naturellement, chez les intellectuels qui connaissaient son existence, a été très naturellement considéré comme un communiste. Et je voudrais rappeler qu'en effet, le pouvoir chez Platon est exercé, on l'a dit tout à l'heure, par un collège dont Platon tient absolument à préciser qu'il ne possède rien. C'est-à-dire les gardiens de la cité, Platon le dit, ne doivent avoir aucune fortune. Alors, déjà ça serait pas mal, comme point nouveau. C'est clair. C'est clair. C'est clair que ça résoudrait complètement le problème, qu'ils soient nourris, logés, etc., qu'on leur donne tout l'argent qui leur est nécessaire pour exercer le pouvoir, pour gérer les choses, voilà, qu'on leur donne tous les moyens nécessaires pour être les gardiens et les hommes politiques, mais que voilà, ils aient pas que ça soit pas leur but un but en soi. Aucune fortune, aucune femme, aucune vie privée au fond. Aucun intérêt, il ne doit avoir aucune possession. Il doit avoir aucune possession sur la vie privée. C'est assez complexe parce qu'il parle quand même de ce que doivent être les enfants mis en commun dans le régime, il faut qu'ils soient soustraits à leurs parents. Voilà, non, on en revient à ce qu'on dit tout à l'heure. Contre la parenté. Un communisme très dur, extrêmement dur. Ouais. Non, mais ça... On va arrêter là. Voilà pour cette vidéo. Elle a déjà fait ses 27 minutes. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ça, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec vos sites, visiter le site Mécanique Universelle, laisser des commentaires. Tout ça augmente la visibilité et puis fait de la promotion en somme. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.